En 1990, Christopher impressionne tous les professeurs de l'école en terminant un test qui avait pris 3 jours à Einstein en seulement quelques heures. Sa sœur aînée Michelle lui fait remarquer qu'il pourrait aller à l'université plus tôt, mais il n'est pas sûr de vouloir y aller. En sortant, un soldat remarque que Christopher porte un t-shirt avec un robot de dessin animé et le réprimande en lui rappelant que la guerre approche. Le robot sur ce t-shirt est Cosmo, le protagoniste d'un dessin animé populaire. Cependant, à cause de la montée du sentiment anti-robot dans tout le pays, l'émission est annulée. Les robots ont été développés pour la première fois par Walt Disney pour leur parc en 1955, puis ils ont été produits en masse, devenant ainsi la principale source de main-d'œuvre dans le monde entier. Pendant des années, ils ont travaillé sans problème, mais ils finissent par se fatiguer et se rebellent. Les robots exigent leurs propres droits et organisent des manifestations dans le monde entier sous la direction de Monsieur Peanut. Les débats n'aboutissent à rien, et bientôt une guerre éclate entre les humains et les robots. Toute personne possédant un robot à domicile est considérée comme un traître. La guerre ne se passe pas bien pour les humains et le sergent John apparaît à la télévision pour expliquer pourquoi les robots ne mangent pas, ne dorment pas et ne clignent pas des yeux. Pendant 2 ans, l'humanité continue de se battre pour perdre encore et encore. Un jour, le fondateur de Centre Technologie, Ethan, invente le Neurocaster, un dispositif qui relie l'esprit humain à des corps de drone. Désormais, les humains peuvent combattre l'armée des robots sur un pied d'égalité, et en seulement 2 semaines, la guerre est terminée. Les humains gagnent et le colonel Bradbury est nommé héros principal. Peanut rencontre Clinton et Ethan pour signer le traité de reddition, tandis que plus de 6000 robots sont emprisonnés dans la zone d'exclusion du désert. Quelque temps plus tard, Ethan lance une version plus petite du Neurocaster pour que les gens puissent l'avoir chez eux. Ce modèle leur permet de diviser leur esprit afin de travailler et de s'amuser en même temps. En 1994, Michelle est chez elle et essaie d'enlever le moniteur à sa cheville, mais elle doit cacher ses outils lorsque Ted surgit en utilisant un Neurocaster. Il la réprimande pour son comportement et lui rappelle que, même si elle s'est échappée de toutes ses précédentes familles d'accueil, il ne la laissera pas faire ici. Michelle lui répond en montrant la pile d'objets qu'il accumule, lui rappelant que prendre des choses dans la zone d'exclusion est illégal. Ensuite, elle va en classe et la professeure est aussi là dans sa combinaison Neurocaster. Tous les élèves sont obligés de mettre leur casque, et lorsque Michelle refuse de le faire, elle est envoyée chez la directrice. Cette dernière remarque sur le dossier de Michelle qu'elle a perdu toute sa famille et en attribue la cause à la guerre. Michelle doit alors préciser qu'il s'agissait en fait d'un accident de voiture. La directrice lui explique ensuite que la neurothérapie peut l'aider à oublier pendant quelques heures, ce qui fait revivre à Michelle un souvenir où elle jouait sur la plage avec son frère. Ce jour-là, il avait eu une crise de panique et elle l'avait réconforté. Cependant, Michelle refuse toujours de mettre le casque et rentre chez elle. Cette nuit-là, Michelle rêve de l'accident de voiture qui a tué sa famille. Elle s'était réveillée à l'hôpital et un médecin l'observait, mais elle ne se souvenait pas de son visage. Dans le présent, Michelle est réveillée en sursaut par un bruit à l'extérieur. Elle regarde par la fenêtre et aperçoit une ombre qui bouge dans sa cour, alors elle attrape une lampe de poche et sort. Soudain, elle voit un œil se refléter sur une bouteille avant que la table ne tombe, ce qui la fait paniquer et courir à l'intérieur. Elle tente de prévenir Ted de l'intrus, mais il est perdu dans le monde du Neurocaster. Lorsque l'intrus entre par effraction, Michelle court se cacher sous son lit. Cependant, l'intrus est un robot qui soulève facilement le lit pour la regarder avec le visage de Cosmo. Michelle court vers le coin de la pièce et essaie de communiquer avec Cosmo, qui utilise des gestes pour indiquer qu'il la cherche. Ce robot ne peut pas parler et ouvre sa tête pour que Michelle répare son circuit vocal, mais malheureusement, il ne dispose que de quelques phrases préenregistrées. Ensuite, Cosmo attrape une photo des frères et sœurs et pointe sans cesse entre lui-même et Christopher, impliquant qu'ils sont la même personne. Michelle ne le croit pas et arrache violemment la photo de ses bras, ce qui le fait s'écraser contre les étagères. Le bruit réveille Ted, qui entre dans la chambre et découvre Cosmo. Il blâme Michelle pour cela et lui crie dessus, déclenchant une dispute qui se termine par Ted la poussant contre le robot. Cosmo fait alors le même geste que Christopher avait l'habitude de faire, convainquant Michelle de son histoire avant de projeter Ted contre le mur. Furieux, Ted attrape un club de golf et tente de frapper Cosmo, mais ce dernier brise rapidement le club et le repousse encore une fois. Cette fois, Ted finit par saigner et se précipite pour appeler les urgences avant que Michelle ne le neutralise avec un tasé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ensuite, Michelle et Cosmo montent dans la voiture de Ted et le robot enlève facilement le moniteur de sa cheville. Michelle ne sait pas conduire mais improvise lorsque Ted les poursuit avec son Neurocaster. La voiture le projette au sol et le duo parvient à s'enfuir. Le lendemain matin, la voiture s'arrête au milieu de la route à cause d'un pneu crevé. Michelle vérifie le coffre pour prendre la roue de secours, mais celle-ci est également inutilisable. Elle commence à harceler Cosmo de questions et il lui explique que Christopher est toujours en vie quelque part et le contrôle à distance. Lorsqu'elle demande comment retrouver son frère, Cosmo pointe du doigt le logo de la société Centre sur un panneau. Grâce à une canette de Dr Pepper et des gestes supplémentaires, Cosmo mentionne un docteur avec des lunettes,
et Michel se souvient de son réveil après l'accident. Elle se rappelle maintenant du visage du docteur Amherst et du moment où il lui avait annoncé que Christopher était mort à l'hôpital. Michel sort alors une carte et Cosmo pointe un endroit au milieu de la zone d'exclusion. Pour entrer dans un lieu aussi dangereux, ils auront besoin d'un plan, et Michel se souvient de toutes les choses illégales que Ted a achetées. Dans le coffre de la voiture, il y a une boîte avec l'adresse de l'expéditeur d'une boîte postale au Nouveau-Mexique. Il décide donc de rechercher cette personne, car elle pourrait savoir comment entrer dans la zone. Le duo se faufile dans un train pour la moitié du trajet et continue l'autre moitié à pied. Michel trouve un bulldozer et coince Bradbury contre le mur avec, provoquant la chute de quelques rochers qui l'enterrent aussi. La mine s'effondre lentement, obligeant le groupe à sortir en urgence pour se sauver. En voyant sa maison s'effondrer, John hurle de frustration et crie sur Michel pour avoir tout gâché. Il est interrompu par des bruits étranges à proximité, alors le groupe court se cacher dans une grotte et observe des robots charognards cherchant des pièces pour se réparer. Lorsque John voit une ouverture, il sort et détruit le robot pour pouvoir entrer dans son garage, où il garde une camionnette et une énorme armure que Herman utilise pour se rendre plus grand. Après de longues disputes, Michel convainc John de l'aider. Quelques minutes plus tard, Michel, John et Cosmo sont à l'intérieur de la camionnette, qui est transportée par Herman en armure. Ils entrent dans la zone d'exclusion et Michel voit tous les robots détruits au sol. Pendant le voyage, John raconte comment il a rencontré Herman. Pendant la guerre, l'escouade de John a perdu une bataille et a été encerclée par l'ennemi. Les soldats devaient être exécutés par les robots, mais Herman a vu John pleurer et l'a sauvé à la place. Quelques jours plus tard, les drones de centre les ont trouvés et n'ont pas écouté John lorsqu'il a essayé d'expliquer que Herman était bon, alors le duo a dû fuir pour éviter d'être tué. Pendant ce temps, Ethan utilise son Eurocaster pour revivre un souvenir avec sa mère décédée, mais l'appareil commence à mal fonctionner et il doit l'éteindre. Il crie sur ses scientifiques et exige de savoir ce qui se passe avec les systèmes de l'entreprise. Les hommes lui révèlent que Christopher s'est échappé. S'il ne le retrouve pas avant vendredi, toute l'entreprise s'effondrera. Désespéré, Ethan rencontre plus tard Bradbury dans le monde virtuel. Il sait que Cosmo est sur la liste de cibles de Bradbury et lui propose un marché. Au lieu de livrer Cosmo aux autorités, Ethan veut qu'il le remette à son entreprise. Dans la mine, le Neurocaster de Bradbury se réactive. Dans le désert, le groupe discute de l'idée d'entrer dans un centre commercial abandonné pour chercher de la nourriture. Un robot les aperçoit et leur lance un réfrigérateur, brisant la vitre avant de la camionnette. Herman essaie de fuir, mais l'ennemi continue de jeter des objets et le fait tomber. La camionnette atterrit à l'envers et le groupe est immédiatement encerclé par des robots, qui les capturent et les emmènent au centre commercial. À l'intérieur, il existe toute une société de robots, des modèles de divertissement aux simples appareils ménagers. Il y en a même un géant à l'extérieur qui les observe à travers la fenêtre. Monsieur Peanut apparaît et s'excuse de les avoir capturés, expliquant que les robots pensaient qu'ils étaient des charognards dangereux. Lorsque Michel lui raconte sa situation, Peanut révèle que le docteur Amherst a visité cet endroit une fois et qu'il a un doctorat en interaction homme-machine. Peanut l'a rapidement mis dehors, donc il ne sait pas où se trouve le docteur maintenant. Michel veut repartir pour continuer sa recherche, et John lui rappelle à quel point il est dangereux de voyager la nuit. Il la convainc donc d'attendre le matin. En privé, Michel se remémore son dernier Noël avec Christopher et à quel point elle l'a peu vu depuis qu'il est allé à l'université. Elle ne peut s'empêcher de pleurer en repensant à lui et Cosmo la réconforte avant de lancer le dessin animé que les frères et sœurs regardaient ensemble. Rapidement, d'autres robots rejoignent la séance de visionnage, ce qui est remarqué par Peanut. Plus tard, après que tout le monde s'est endormi, ils sont soudainement réveillés par un robot facteur demandant Christopher. Cosmo lève la main et le robot lui donne une carte postale qu'Amherst lui a laissée. Il y a une adresse écrite dessus et une note disant qu'Amherst l'attendra là-bas. Cette adresse se trouve en territoire de charognard, donc ils ne peuvent pas y entrer sans un plan. Peanut surprend la conversation et les présente à un robot d'entraînement qui dysfonctionne en essayant d'expliquer comment combattre les charognards. John pense qu'il sera un poids mort, mais le robot l'impressionne en tirant des balles de baseball à grande vitesse. Le matin, Bradbury arrive dans la zone d'exclusion et observe le centre commercial de loin, remarquant que le groupe part avec la voiture de Peanut. Ils passent toute la journée à rouler et, à la tombée de la nuit, ils atteignent enfin un parc d'attractions abandonné où l'adresse est supposée se trouver. Michel aperçoit des lumières dans une des attractions et conclut que quelqu'un doit être là. Soudain, une énorme tête de clown s'active et des robots effrayants commencent à apparaître autour des héros. Le groupe se met immédiatement à courir en tirant sur tout ennemi qui s'approche trop près. Peanut tente de communiquer avec eux, mais les robots effrayants ne savent que grogner. Le groupe atteint le bâtiment avec les lumières pour découvrir que les portes sont fausses. Les robots se rapprochent et ils ne savent pas quoi faire. Soudain, d'autres lumières s'allument dans le parc, de la musique se met à jouer dans les haut-parleurs et des statues projettent des flammes. Les robots reculent de peur avant qu'une trappe ne s'ouvre sous le groupe, les faisant glisser dans un tunnel caché. Dans une salle souterraine, ils trouvent enfin Amherst, qui est ravi de voir la carte postale dans la main de Cosmo.
Michel le pousse immédiatement et exige des informations sur Christopher. Amherst révèle que le garçon se trouve dans les laboratoires de centre à Seattle. Après l'accident, Christopher a subi des tests de routine et l'IRM a alerté l'hôpital qu'il était spécial. Il était exactement ce dont ils avaient besoin pour gagner la guerre, alors le docteur a laissé Centre l'emmener et a menti à Michel en lui disant qu'il était mort. Amherst active maintenant un ordinateur qui diffuse une vidéo d'une expérience. Christopher était dans le coma et il pensait que c'était permanent, alors ils ont connecté son cerveau au réseau Neurocaster pour le faire fonctionner. Amherst n'est pas fier de cela mais pense que c'était nécessaire pour sauver le monde et souligne que Christopher serait mort dans son lit s'il ne l'avait pas pris. 13 mois après le début de l'expérience, Christopher s'est réveillé et Amherst voulait le déconnecter, mais Ethan a refusé et a menacé de le tuer s'il essayait. Le docteur a décidé de s'enfuir, mais avant de partir, il a établi une petite connexion entre Christopher et le réseau extérieur. Il lui a aussi donné l'emplacement du centre commercial afin qu'il puisse trouver une nouvelle famille parmi les robots. Michel fait remarquer que Christopher avait déjà une famille et John frappe Amherst pour elle. À ce moment-là, Bradbury apparaît à l'extérieur et tire sur l'entrée pour accéder au tunnel. Il glisse lui aussi et trouve la pièce vide. Les lumières s'éteignent soudainement et Peanut le plaque par derrière contre un réseau électrique. Le Neurocaster de Bradbury est électrocuté pendant quelques secondes et il lâche son arme, mais il parvient à repousser Peanut pour la récupérer. Un combat s'engage alors que Peanut révèle une épée cachée dans sa canne, mais Bradbury est plus fort et le domine facilement. Le reste du groupe tente de s'échapper discrètement mais se fige en entendant un bruit. Une multitude de Neurocaster soldats apparaissent dans les airs et atterrissent autour des héros, leur ordonnant de se rendre. Le robot d'entraînement commence à tirer des balles avec une telle force qu'il parvient à briser plusieurs casques. Ethan observe tout cela à travers les caméras et ordonne aux soldats de capturer Cosmo en tuant tout le monde si nécessaire. Cosmo lance une balle pour distraire un soldat et Michel apparaît derrière lui tirant de la peinture dessus jusqu'à ce que son hélice tombe en panne et qu'il s'écrase au plafond. Lorsqu'un second soldat tente de la capturer, Amherst là-bas et dit au duo qu'il connaît un moyen de sortir. John et les autres robots continuent de combattre le reste de l'escouade, les battant avec des armes improvisées. Dans la pièce souterraine, Bradbury arrache le chapeau de Peanut et lui dit qu'il a brisé le traité, donc ce qui arrive à sa famille est de sa faute. Au même moment, une troupe de soldats arrive au centre commercial. Bradbury sort alors et commence à tirer au hasard sur les attractions. Amherst dit à ses amis de fuir avant de s'avancer pour affronter Bradbury, osant tirer sur lui. Bradbury hésite à tuer un autre humain, alors Ethan prend le contrôle d'un Neurocaster et abat Amherst lui-même. Le docteur tombe sur des débris et meurt empalé par une barre de métal, ce qui pousse Bradbury à reconsidérer ses principes. Michel et Cosmo tentent de s'enfuir mais se retrouvent encerclés par les soldats. L'un d'eux plaque Michel au sol pendant que l'autre attrape Cosmo et s'envole avec lui. Bradbury tire sur le Neurocaster qui retient Michel et lui dit de rentrer chez elle avant de s'envoler à son tour. Le matin, le groupe retourne au centre commercial et le trouve en ruine, avec la majorité des robots détruits. Pendant ce temps, Cosmo est emmené au laboratoire de centre pour être réuni avec le corps de Christopher. Alors qu'Ethan le connecte au système, Bradbury réalise qu'on lui a menti et que Cosmo n'est pas qu'un simple robot, ce qui le met en colère d'avoir été envoyé pour chasser un enfant. Ethan lui rappelle que cet enfant lui a permis de gagner la guerre et affirme que le sacrifice est nécessaire pour faire avancer une espèce. Au centre commercial, John dit à Michel qu'elle ne doit pas abandonner et qu'il l'aidera si elle décide de continuer à se battre. Michel vérifie ensuite l'ordinateur d'Amherst et confirme qu'il possède les codes pour quitter la zone d'exclusion ainsi que l'emplacement du laboratoire de Seattle. L'ordinateur explique aussi que si Christopher est déconnecté, tout le système Neurocaster ainsi que l'entreprise cesseront de fonctionner. À ce moment-là, Peanut revient et lui rappelle qu'il a signé un traité pour maintenir la paix, mais Michel lui fait changer d'avis en lui faisant remarquer que l'attaque contre le centre commercial signifie que le traité est invalide. Avec un groupe de camions abandonnés, John, Michel et tous les robots survivants quittent le désert et se dirigent vers Seattle. Herman trouve même une nouvelle armure géante et l'utilise pour commencer à lancer des objets sur les laboratoires de centre, fissurant leurs fenêtres. Ethan envoie immédiatement tous ses soldats, ce qui permet à Herman et John de les attirer loin du bâtiment et de créer une ouverture pour Michel et l'ordinateur d'Amherst qui s'y infiltrent. John tire sur les soldats qui arrivent pendant que Herman les écrase avec ses énormes mains, mais un Neurocaster s'autodétruit et fait tomber l'armure de Herman. Lorsqu'un soldat plaque John au sol, Herman révèle qu'il a une deuxième armure cachée à l'intérieur de la première et sauve son ami pour qu'il puisse continuer à courir. Une fois la troupe suffisamment éloignée, les autres robots rejoignent aussi le combat, ce qui est observé par Bradbury sur les caméras. Furieux, Ethan se précipite dans son bureau pour enfiler un casque secret qui lui permet de contrôler un Neurocaster spécial et rejoint lui aussi la bataille, écrasant facilement la plupart des robots. Dans le laboratoire principal, l'ordinateur d'Amherst se fait passer pour un robot violent et fou afin d'effrayer les scientifiques et les faire fuir. Michel confirme que son frère est toujours en vie, mais pour lui parler, elle a besoin d'un Neurocaster. Pendant ce temps, Bradbury sort et dit à Peanut où trouver Ethan,
affirmant qu'il a enfin trouvé quelqu'un de moins humain qu'un robot. Puis, il déconnecte son Eurocaster, mettant définitivement fin à la guerre. Quand Michelle met le casque, elle se retrouve dans la mémoire de son dernier Noël avec son frère. Elle dit à Christopher qu'elle veut le sauver, mais il lui explique que son corps est trop faible et que le déconnecter le tuera. Il ne veut pourtant pas vivre éternellement dans cet état, alors il lui dit de le faire quand même. Pendant ce temps, Ethan détruit la dernière armure de Herman. Le petit robot est aussi blessé et John se précipite pour l'aider, mais il est trop tard. À cet instant, Ethan est retrouvé par Peanut, qui lui dit vouloir renégocier le traité. Dans le laboratoire, Michelle refuse de déconnecter son frère parce qu'elle ne veut pas le perdre une deuxième fois. Christopher insiste en disant qu'il ne ressent plus rien depuis des années et qu'il ne peut pas être sauvé, mais que ses amis, eux, ont besoin d'aide. Après beaucoup de larmes, Michelle dit au revoir à Christopher et revient dans le monde réel pour enfin le déconnecter. Tous les neurocasters s'éteignent instantanément et les robots célèbrent leur victoire. John est encore triste pour Herman, mais la tête du petit robot s'ouvre soudainement, révélant un minuscule robot à l'intérieur. Le chaos s'empare du monde alors que tous les ordinateurs cessent de fonctionner. Les médias commencent à révéler les expériences de centre sur un enfant humain et Ethan est arrêté, tandis que la population commence à réclamer la suppression de la zone d'exclusion. Dans le désert, John et les robots aident Michelle à réaliser une vidéo dans laquelle elle dit aux gens de retirer leur casque et de profiter à nouveau du monde. Pendant ce temps, Cosmo est jeté à la poubelle, mais sa tête bouge soudainement.